L'autisme se caractérise par des difficultés d'apprentissage du langage. Il touche simultanément les interactions sociales, la communication à la fois verbale et non verbale, le comportement fait des gestes répétitifs, bref, des stéréotypies. La maladie est peu connue sur le continent africain et comme conséquence, il n'y a pas de prise en charge adéquate. Pour parler du sujet, nous recevons sur ce plateau deux invités. À ma gauche, nous avons le docteur Miala Touré-Kiefolo. Alors, vous êtes sage-femme diplômée d'État, spécialiste en psychiatrie, attestée dans le dépistage et la prise en charge de l'autisme. Merci d'être avec nous. Merci. Nous avons à notre droite le docteur Moké Boti-Lambert, pédopsychiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, docteur Moké. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie ou de ces troubles comportementaux? Merci madame. L'origine de cette maladie a fait quand même du chemin. Au début, c'était plutôt la femme, la mère qui était incriminée parce qu'on disait que l'autisme n'était que la réaction de l'enfant vis-à-vis de ce que nous appelons une angoisse primitive générée par le comportement, l'attitude de la mère, la relation que la mère a avec son enfant. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien puisque les recherches ont démontré qu'en réalité, l'autisme était un trouble neurodéveloppemental, donc d'origine neurologique, à partir justement d'un développement du cerveau qui se fait de la mauvaise manière. Et ce développement-là, ce mauvais développement va entraîner des signes, des manifestations que nous connaissons en rapport avec le langage, la communication, le comportement. Et puis, à côté de cela, on s'est aussi rendu compte que ces troubles-là, ce trouble du développement du cerveau n'est pas seul. Il y a également la notion génétique qui est mise aussi en avant. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une centaine de gènes qui interviennent justement dans la mise en place de ce bon développement du cerveau. Et puis, autre fait, il y a aussi le fait qu'il y a l'environnement qu'on incrimine de plus en plus, mais cet environnement n'est pas du tout en rapport avec la souffrance psychologique que la mère peut infliger à l'enfant. C'est plutôt en rapport avec ce que je pourrais appeler les pollutions, les agressions, les accidents qui surviennent au cours du développement ou au cours de la grossesse ou plutôt pendant l'accouchement. Donc en gros, voilà un peu aujourd'hui ce sur quoi on est unanime pour dire que l'autisme justement est fonction d'un mauvais développement du cerveau, de quelques complications au niveau de la grossesse et de l'accouchement. Et puis la notion génétique effectivement qu'il ne faut pas occulter. Alors, à partir de quel âge l'autisme peut-il être diagnostiqué chez l'enfant? Alors, on ne pose pas le diagnostic d'autisme avant 3 ans. Hein, c'est-à-dire qu'on dira que l'enfant est autiste à partir de 3 ans. Mais avant cela, déjà, il est possible effectivement qu'un certain nombre de manifestations, un certain nombre de signes alertent déjà la mère, alertent l'environnement, alertent plutôt l'entourage. Et en ce moment-là, autour de 18 mois, on peut déjà justement, à partir du développement de l'enfant, réaliser qu'il y a un certain nombre d'anomalies qu'on observe chez l'enfant. Et ces anomalies-là nous permettent de dire que si rien n'est fait, cet enfant-là sera amené justement à développer l'autisme. Donc déjà, à cet âge-là, il y a un certain nombre de signes. Dans le développement psychomoteur de l'enfant, il y a déjà un certain nombre de manifestations qui peuvent alerter et qui peuvent faire dire « attention, si rien n'est fait, cet enfant-là est bon pour manifester un trouble du spectre autistique ». Alors, Madame Kiefolo, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice d'un centre spécialisé dans la prise en charge de ces enfants. À quel moment avez-vous senti le besoin de mettre en place ce centre en Côte d'Ivoire? Alors, ce besoin s'est fait sentir lorsque des parents m'ont approché pour me demander est-ce qu'il y avait un centre de prise en charge pour les enfants autistes. Et je leur ai dit à ma connaissance non. Et tout de suite, je me suis dit pourquoi ne pas venir en aide à ces parents qui sont vraiment à la recherche du bien-être et de l'épanouissement de leur enfant. Voilà. Alors, comment se passe la prise en charge au sein de ce centre? Les parents viennent vers vous ou bien c'est vous qui allez voir ces parents ou bien vous voyez des enfants qui présentent ces signes parce que quand même vous êtes spécialisé en la matière et vous donnez l'alerte à l'enfant, aux parents pour qu'ils viennent inscrire les enfants au sein du centre? Alors, on m'a dit que les parents sont à la recherche, veulent savoir ce dont souffre leur enfant, donc ils viennent vers nous. Et avant de déclarer qu'un enfant est autiste, il faut faire quand même des tests, des passations d'échelle
pour pouvoir dire qu'un enfant est autiste. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'un enfant est autiste. Et c'est après ces évaluations, après les passations des tests, qu'on dira qu'un enfant est autiste. Et en fonction de ça, on donnera le niveau de sévérité. C'est-à-dire, on a 3 niveaux, le niveau sévère, le niveau moyen et le niveau léger. Alors, quel est le coût de la prise en charge? Alors, le coût de la prise en charge... Je vous vois rire. Elle est très chère, mais bon, nous adaptons le coût aux parents. Très cher, c'est combien? Parce que ce n'est pas facile. Si je vous dis qu'en Europe, le coût, ce n'est pas moins de 3 000 € par mois. Donc, on va parler environ de 1 200 €. L'équivalent de 800 000 francs CFA. Voilà. Et ce n'est pas tous les parents qui... Non, c'est moi. Oui, c'est très difficile. La prise en charge, je vais dire qu'au niveau de l'Afrique, la prise en charge beaucoup reste à faire. Certainement parce que la maladie est méconnue. Nous reviendrons avec vous sur ça. Docteur, peut-on assimiler l'autisme à une maladie psychiatrique? Oui, mais je dirais neuropsychiatrique. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que l'origine est neurologique. Mais effectivement, les manifestations qui sont observées au cours de l'autisme font dire que c'est une maladie, c'est un trouble qui relève d'une prise en charge psychiatrique. Mais cette prise en charge n'est pas que psychiatrique. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que du fait de ces manifestations, les stéréotypies dont on a parlé tout à l'heure, de l'agressivité, de l'absence de langage, je pense que c'est effectivement un trouble qui relève de la psychiatrie. Alors, j'aimerais aborder avec vous les préjugés socio-traditionnels. On est en Afrique, les enfants victimes d'autisme souffrent énormément. On parle même d'enfants sorciers, d'esprits maléfiques. Miala, que dites-vous par rapport à ça? Ah oui, ça c'est le véritable problème. C'est le premier problème. Et hier même, j'étais avec une maman qui a un enfant qui présente un trouble du spectre autistique et dont il était sous traitement. Le traitement a été arrêté parce que la belle-mère dit que l'enfant ne peut pas, ça ne sert à rien de prendre en charge cet enfant parce qu'il ne servira pas à la société et donc l'enfant est laissé pour compte. Donc vraiment les préjugés, c'est le gros problème qu'il faut essayer de sensibiliser, informer la population parce que le trouble du spectre autistique est méconnu. Même dans le milieu professionnel, à plus forte raison la population. Donc, vraiment, c'est le véritable problème. Le véritable problème. Alors, pour rebondir dans le même sens que vous, je vous propose de regarder cette interview réalisée avec une mère dont le fils, justement, souffre d'autisme. Elle revient à travers cette interview, à la période où la maladie a été diagnostiquée. Elle nous a rendu visite. L'interview a été réalisée par Mel Berchel et Romuald Dago. Je vous propose de regarder. À l'âge de 2 ans, 3 ans, on l'avait mis à la maternelle. Mais il se trouvait qu'à plusieurs reprises, au moment de la sortie, il pouvait échapper à la vigilance du personnel d'éducation. Donc, il sortait de l'école et au lieu de prendre le chemin de la maison, parce que l'école est on habite dans une cité et l'école est à l'intérieur de la cité, il ne prend pas le chemin, il prend l'opposé. Et donc, peut-être à 3 ou 4 reprises comme ça, il a été rattrapé à chaque fois par la tante d'un autre enfant qu'il a reconnu, qu'il a pris par la main et l'a remis à sa tante, à lui qui venait le chercher. Et ça a fait qu'on a dû arrêter quand même, chercher une autre école où on pouvait mieux, où il y avait une meilleure prise de conscience de ce type de problématiques pour un enfant. Mon fils ne parle pas encore. Je garde toujours espoir que ça va venir. Il n'écrit pas comme un enfant de son âge. C'est vrai qu'il est dans les apprentissages de toutes ces choses-là, mais pour son âge, il a 12 ans, il aura 12 ans bientôt.
il n'a pas le niveau d'un enfant de 12 ans. Il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir porter la voix de nos enfants. Aujourd'hui, on est là, on est avec eux, mais demain, c'est l'heure après, là, après nous. C'est ça qu'on doit construire. Et ça, il faut qu'on soit ensemble avec les professionnels, avec les autres parents, avec toutes les personnes de bonne volonté, toucher les gouvernants qui vont s'intéresser à notre cause. Pourquoi ne pas avoir un grand centre étatique, c'est-à-dire public, qui ne va pas coûter extrêmement cher aux familles, parce que d'autres personnes, d'autres voix plus autorisées vont certainement vous le dire, mais mettre un enfant dans un centre privé, ça ne revient pas à moins de 800 000 francs l'année. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Nous, à Abidjan, ici encore, on a un peu de structures qui fonctionnent. Mais à l'intérieur du pays, les quelques rares structures étatiques qui y sont, on ne sait même pas dans quelles conditions ces personnes vivent, ces personnes travaillent. Donc, il y a vraiment un besoin de mettre nos forces en synergie et de pouvoir faire bouger les choses dans ce pays. Nous venons de regarder ensemble le témoignage de cette mère dont les fils souffrent d'autisme. Une réaction, Madame Kiefolo? Alors oui, je voulais dire que j'ai un enfant, Willy, qui a 12 ans. Quand il venait au centre, il ne parlait pas et on avait dit qu'il ne servira à rien. Et moi, j'ai dit non, de me l'envoyer et on a commencé à travailler. Après vraiment 3 ans, Willy se débrouille très bien, il dit quelques mots et vraiment, je veux dire qu'il y a de l'espoir. Il ne faut pas désespérer, mais seulement, il faut qu'on soit aidé, il faut qu'on ait un regard étatique sur tout ce qu'on fait. Docteur Moké, nous avons regardé ensemble cette interview avec cette dame. Alors, vous réagissez? Oui, ce que je peux dire concernant l'intervention de cette dame, je pense qu'elle a touché le problème du fond. La prise en charge en Côte d'Ivoire concernant l'autisme est assez difficile, est assez délicate à cause du coût. Et puis aussi à cause de ce que le personnel adapté, le personnel qualifié est en nombre insuffisant. À l'intérieur du pays, il y a effectivement des structures étatiques, mais ces structures-là ne sont pas en mesure de faire la prise en charge de l'enfant autiste. Parce que cette prise en charge-là doit être holistique et elle demande quand même l'intervention de plusieurs professionnels, ce que nous n'avons pas à l'intérieur. On parle même de 6 spécialistes qui interviennent. Voilà. Pouvez-vous nous lister ces spécialistes? À Abidjan, effectivement, on a ces spécialistes, mais aussi, comme je le disais, en nombre insuffisant. Il y a le pédopsychiatre, le neuropédiatre qui font un peu le même travail. À côté de cela, c'est-à-dire le suivi médical, le suivi psychologique, médico-psychologique. Il y a également le psychomotricien. Alors, chez l'enfant autiste, il y a également des troubles psychomoteurs. Et le psychomotricien est là justement pour travailler avec l'enfant afin de corriger ces manifestations psychomotrices-là qui ne sont pas développées comme il faut. Il y a l'ergothérapeute, donc qui va travailler avec l'enfant à partir de ce que nous appelons, si vous voulez, c'est le traitement par le travail, par les activités. Et cet ergothérapeute-là va justement stimuler l'enfant dans les activités manuelles, dans les activités ludiques et autres. Donc il est là pour accompagner l'enfant, faire travailler l'enfant, le stimuler. Il y a également l'éducateur spécialisé, qui est celui-là qui va... Alors l'enfant autiste, n'est-ce pas, dans son développement, qu'on a un retard. L'éducateur spécialisé est là justement pour apprécier, évaluer le niveau de développement de cet enfant-là et donc cheminer avec cet enfant, accompagner cet enfant à divers niveaux de son développement pour l'aider, pour l'amener justement à récupérer ce retard-là qu'il a. Et puis à côté de cela, il y a l'orthophoniste. L'absence de langage, le retard de langage, le trouble de langage, c'est un symptôme phare dans l'autisme. Et l'orthophoniste est cette expertise-là, qui va cheminer, accompagner l'enfant dans le langage, le stimuler, faire de sorte que cet enfant-là ait accès au langage verbal, mais aussi pas seulement au langage verbal, parce que malheureusement, il y a certains autistes qui ne parleront jamais. C'est difficile de le dire. Et quand ce n'est pas le cas, l'orthophoniste est là justement pour aider cet enfant-là à pouvoir s'exprimer de façon gestuelle, par exemple. Voilà. Et donc c'est un travail qu'il va faire qui coûte aussi, parce que ça demande de la patience, ça demande de l'abnégation, ça demande également beaucoup de temps.
Et il est là justement à côté de ces premières spécialités que j'ai citées pour aider à accompagner l'enfant autiste. Alors, qu'est-ce qui est fait au centre pour aider les enfants à communiquer, soit avec eux, soit avec le monde extérieur? Qu'est-ce que vous faites sur place? Alors, on fait des activités langagères. On a un maître d'éducation spécialisé qui vient qui est là tous les jours pour faire des activités. Parce qu'il faut dire qu'on a un problème en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'orthophoniste en tant que tel. Il y en a, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on essaie d'adapter. La prise en charge, on essaie de faire une prise en charge adaptée en fonction de l'enfant et en fonction de nos moyens dont on dispose. Parce que une prise en charge vraiment demande beaucoup de moyens. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens, mais on essaie d'adapter ce qu'on a pour pouvoir travailler avec ces enfants-là. Alors, une question qui vous est destinée, à vous deux. Quelle est la prévalence en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que sur une population de plus de 25 millions d'habitants, on a 400 000 qui souffrent d'handicap, mais on ne sait pas la place de l'autisme. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, au plan national, on n'a pas de statistiques en tant que tel, parce que justement, chaque structure existante travaille un peu de façon isolée. Moi, quand je prends le cas de la structure dans laquelle j'interviens, si on considère les enfants qui viennent parce qu'ils ont un retard de langage, les enfants qui viennent parce qu'ils ont de gros troubles du comportement, et avec l'évaluation, on aboutit au diagnostic d'autisme, il y a environ 36-37% d'enfants que nous recevons qui sont diagnostiqués autistes. Donc, on peut quand même dire que c'est assez lourd. Aujourd'hui, il y a une structure étatique qui a été mise sur pied pour s'occuper spécifiquement des enfants autistes. Nous espérons que dans les mois à venir, dans les années à venir, on aura effectivement des statistiques nationales. Alors, Madame Kiefolo, est-ce que vous avez l'habitude de collaborer avec des centres qui sont dans la sous-région ou bien qui sont même en Côte d'Ivoire actuellement? Dans la sous-région, non. Mais en Côte d'Ivoire, oui, quelques structures. On essaie de parler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse parler de l'autisme, pour que vraiment les autorités soient touchées, pour qu'on puisse vraiment prendre à bras le corps le problème du trouble du spectre autistique, parce que vraiment ça existe, mais l'État ne s'est pas encore manifesté. Parce qu'il faut que l'État se manifeste, il faut que l'État vraiment adhère à ce que nous faisons. Il faut que l'État instaure la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Bon, c'est tout ça que nous essayons de faire pour que l'État puisse vraiment venir en aide aux parents. Parce qu'il faut dire que les parents sont en souffrance, ça, il faut le dire. Justement, que doivent faire ces parents pour aider les enfants qui souffrent d'autisme? Parce que quand même, il y a le contact entre mère et fils qui est très important. Ah oui, il faut les aider, il faut parler avec eux, parce que j'avoue que quand vous commencez une prise en charge et que les parents adhèrent à la prise en charge, vous avez 80% de chances de vraiment bien faire la prise en charge. Mais quand les parents n'adhèrent pas, la prise en charge devient difficile, parce que pour eux, le petit truc qu'on va gagner en travaillant avec l'enfant, ils vont trouver que c'est rien. Alors que pour nous, c'est quelque chose de gagné parce qu'ils ne faisaient pas ça. Vous voyez? Donc vraiment, c'est sensibiliser, informer, mobiliser autour de la cause, et pour que vraiment l'État puisse prendre en compte toutes nos préoccupations. Docteur Mokié, comment faire face à un enfant qu'on ne comprend pas? Alors, si vous permettez, je pense que voilà. Je crois qu'il y a un travail aussi qui est fait, il faut le relever, c'est organiser les parents pour qu'ils puissent se constituer en association. Je pense que ça porterait plus de voix. L'enfant qui ne parle pas, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé des difficultés d'apprentissage, de langage, du comportement, voilà, de communication. L'enfant autiste ne communique pas, mais cela ne veut pas dire qu'il n'entend pas, et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité justement de langage.
dans ce que nous faisons, dans cette prise en charge, nous nous assurons qu'au niveau des organes phonatoires, tout est en place. Donc il y a un certain nombre de bilans qu'on va demander aux parents de réaliser, les consultations ORL. Et lorsque cela est fait et qu'on nous dit qu'effectivement tout est en place pour que cet enfant-là parle, on se donne aussi le temps. On a jusqu'à 4 ans pour dire qu'effectivement cet enfant a véritablement un retard de langage. En ce moment-là, une prise en charge est mise sur pied, on va faire appel à l'orthophoniste, mais comme elle le disait, et c'est vrai, ils ne sont pas nombreux, il en existe quelques-uns, et donc on a des maîtres d'éducation spécialisés qui ont été formés également à cette stimulation langagère, et donc des techniques sont bien connues qui permettent de mettre en place ce projet de rééducation langagère. On part sur la base des centres d'intérêt de l'enfant, parce que c'est très important dans le travail qu'on fait avec l'enfant autiste. Si on veut le stimuler, il faut savoir ce qu'il aime, il faut savoir ce qui l'intéresse. Et autour de ça, justement, on va utiliser ce que nous appelons le compte social. C'est le bain de langage, c'est-à-dire qu'on va lui parler, on va lui parler, et tout ce qu'on fait, on va utiliser aussi les images. On parle souvent de pictogrammes. À partir d'images, par exemple, on va lui dire, ça c'est une mangue, ça c'est une mangue, ça c'est une orange, ça c'est un avocat, enfin, si vous voulez, c'est un avion. Donc, à partir justement de ce contact-là qu'on a assez régulièrement avec lui, on va le stimuler et faire de sorte que lorsqu'il aura besoin de quelque chose, si pour l'instant il n'a pas accès au langage, mais au moins qu'il puisse déjà pointer du doigt pour dire que c'est ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'activités que les travailleurs sociaux mènent avec eux. On peut parler de comptine, par exemple, à travers le chant, à travers les récits racontés, à travers la danse. Donc, un certain nombre d'activités qu'on va mettre en place pour stimuler l'enfant. Autre chose, c'est aussi que cet enfant-là, il faut pouvoir le placer au milieu de ses pairs. Parce que de 0 à 7, 8 ans, l'enfant n'apprend pas parce qu'il est intelligent. Il apprend parce qu'il voit faire, il apprend parce qu'il entend dire, il apprend parce que par expérience, il peut toucher. Donc voici les moyens que nous utilisons qui permettent quand même, n'est-ce pas, une fois que cet enfant-là est au milieu d'autres enfants, de pouvoir imiter, de pouvoir faire comme les autres enfants. Et petit à petit, comme je l'ai dit, ça demande de la patience. Petit à petit, on aboutit à un certain nombre de performances qu'on a avec ces enfants-là. Alors, Madame Kiefolo, en théorie, les enfants souffrant d'autisme doivent avoir un accès à une scolarité normale comme tous les enfants. Est-ce le cas en Côte d'Ivoire? Non. Parce qu'il n'y a pas de structure adaptée. Comme le disait le Dr Mouquet, il faut le mettre en compte avec les pairs pour qu'ils puissent apprendre. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui acceptent ça parce qu'il faut que l'enfant soit accompagné d'un éducateur spécialisé. Et lorsque l'enfant, avec l'éducateur spécialisé qui perturbe les cours, on va les mettre dehors. Donc, du coup, ça fait que l'enfant n'apprend pas comme il doit apprendre. Mais sinon, je sais qu'ailleurs, l'enfant est avec l'éducateur spécialisé dans la classe et il fait, avec ses pairs, il fait ce qu'il doit faire accompagné de l'éducateur. Mais ici, moi, je dirais non. Je dirais non. Docteur, quand je vous entends dire que l'enfant doit être mis avec ses pairs, vous parlez des enfants qui souffrent forcément d'autisme, il doit être mis à l'écart ou bien il doit vivre normalement en société? Il doit vivre normalement en société. Quand je parle de ses pairs, c'est par rapport à son âge d'évolution, à son âge mental, à son âge physiologique. Et donc, quand je parle de pairs, c'est de ça qu'il est question. C'est vrai que l'idéal serait que l'enfant autiste soit mis dans une école classique. Mais tout dépend également des manifestations que cet enfant-là a. Sachons simplement qu'il y a des enfants autistes qui ont accès au langage dès le départ. Il y a des enfants autistes qui ont la préservation de leur intégrité neurologique. Donc le système nerveux est en place, l'intelligence est en place. Donc il y a ces enfants-là. Et puis malheureusement, il y en a qui n'ont pas accès à cela, mais qui, même pire, sont très agressifs, sont très instables, et donc bougent dans tous les sens. Dans ce cas-là, ça devient délicat, difficile pour l'enseignant. Docteur, on est presque arrivé à terme de cette émission, mais j'aimerais vous poser une question rapidement. Peut-on en guérir? Non. Non. Alors, Madame Kiefolo, le mot de la fin?
Alors moi, je vous remercie de nous avoir invités de parler de l'autisme en Afrique. Et je veux dire que c'est ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé l'association des parents des enfants à besoins particuliers en Côte d'Ivoire pour pouvoir porter nos voix afin que soit entendu par le gouvernement, en tout cas par les autorités, pour que quelque chose soit fait. Parce que l'autisme existe réellement, il est bel et bien là en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Moké, quels moyens mettre en place pour une prise en charge efficace? Voilà, merci de me poser la question, parce que quand j'ai dit on ne peut pas en guérir, il ne faut pas rester seulement à cette réponse-là, parce que ça, on risque de faire peur aux parents. Mais on peut diminuer, réduire considérablement les manifestations que l'enfant a, les comportements dérangeants que l'enfant a. Et donc, pour cela, il faut un projet éducatif, un projet thérapeutique qu'on met en place, qui va prendre en compte toutes ces spécialités dont on a parlé tout à l'heure et qui permettent justement de suivre l'enfant. Une prise en charge individuelle, donc un coaching, un temps où on prend l'enfant de façon individuelle, et une prise en charge de groupe lorsque justement cet enfant va être placé dans une structure classique ou dans une structure spécialisée. Alors, merci Madame Miela Touré-Kiofolo. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État, diplômée spécialiste en psychiatrie, attestée dans les dépistages et la prise en charge de l'autisme. Je rappelle aussi que nous étions avec le Dr Moké Boti-Lambert, pédopsychiatre. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous suiviez depuis vos pays respectifs. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci beaucoup.